Bonjour et bienvenue dans ce cours R301 consacré à la fuite d'informations dans les problèmes de raisonnement-argumentation. Qu'est-ce que j'entends par fuite d'informations? Eh bien j'entends des éléments dans les énoncés ou dans les réponses qui vont nous permettre de répondre à la question sans avoir à résoudre le problème. C'est beaucoup plus fréquent que vous le croyez et c'est un avantage très considérable de savoir repérer ce genre de failles. Ce cours fait partie du programme gratuit Baccalauréat Mage où vous pouvez retrouver plus de 50 cours, notamment d'autres cours sur tous les problèmes classiques de raisonnement-argumentation et bien sûr tous les autres sous-tests, 6 tests blancs complets et corrigés et des milliers d'exercices. Les liens vers le programme apparaissent en bas de l'écran. On a 4 cas en raisonnement-argumentation où on peut éliminer ou simplifier des propositions directement. Le premier cas, ce sont les propositions impliquées réciproquement. C'est-à-dire que si je vous fais un problème assez complexe où on me demande de calculer des dates avec des années bissextiles, avec tout ce genre de choses, et que la fin de l'exercice c'est ça, laquelle de ces dates existe? Laquelle de ces dates existe? Et j'ai 5 propositions. Vendredi 25 juin, j'ai le samedi 26 juin, le mercredi 2 juillet, le jeudi 3 juillet, et enfin le mardi 29 juin. Moi, quand je suis face à un problème comme ça, j'ai absolument pas besoin de lire l'énoncé pour pouvoir y répondre. Pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte ici? On peut se rendre compte que si le vendredi 25 juin existe, alors ça implique que le samedi, c'est le samedi 26, d'accord? Donc, cette première proposition implique la deuxième. Et réciproquement, si on a le samedi 26, alors on a forcément vendredi 25, d'accord? Donc, ces deux propositions sont impliquées réciproquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la première est vraie, alors la deuxième est vraie. Et on ne peut pas avoir de proposition vraie pour une même question. Si la deuxième est vraie, alors la première est vraie. Et on ne peut pas avoir de proposition vraie pour une seule question. Donc on peut directement éliminer ces deux propositions-là. Pareil, mercredi 2 juillet et jeudi 3 juillet, même logique. Si on a un mercredi 2 juillet, alors on aura un jeudi 3 juillet, il y aura deux propositions qui seront vraies. Si on a un jeudi 3 juillet, alors on aura un mercredi 2 juillet, deux propositions qui seront vraies. La seule solution, c'est que ces deux-là sont fausses. Autrement dit, si j'ai une question qui dit laquelle de ces dates existe et qui me propose 5 réponses de ce test, je sais que la réponse c'est mardi 29 juin, et ce sans avoir à lire l'énoncé. Allez, une deuxième. À quelle génération appartient Maurice? La génération de ma femme, la génération de ma tante, la génération de ma mère, la génération de mon oncle ou la génération de mon beau-père? Bien, la génération de ma tante, c'est celle de ma mère, c'est celle de mon oncle, c'est celle de mon beau-père, on est bien d'accord, c'est tous la génération juste au-dessus de moi. Autrement dit, si Maurice est de la génération de ma mère, alors il est aussi de ma génération de ma tante, celle de mon oncle et celle de mon beau-père. Si on a une de ces quatre-là qui est vraie, alors les quatre sont vraies. Et on ne peut pas avoir plusieurs propositions vraies, donc ça c'est forcément faux. Et la seule réponse possible, c'est ma femme. Et c'est un cas qui est très très fréquent dans les questions justement de génération. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a des propositions impliquées sans réciprocité? Par exemple, on a au cours de l'énoncé, on nous dit « s'il fait beau, Paul porte un short ». On a une suite de l'histoire, on doit avoir plein d'événements, et on nous dit « que peut-on conclure? Il fait beau, il ne fait pas beau, Paul porte un short. Paul ne porte pas de short. Et une cinquième réponse, je ne sais pas. Nous sommes jeudi. Bien. Alors. Bien, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on n'a pas de propositions qui sont impliquées réciproquement parce que c'est « s'il fait beau, alors Paul porte un short ». Ce qui ne veut pas dire que si Paul porte un short, il fait beau. Hein. C'est ce qu'on a vu dans la logique fondamentale au tout début du cours, en R101. Mais on sait que si Paul ne porte pas de short, alors il ne fait pas beau. Ça, c'est la contraposée. Eh bien, quand on a deux propositions qui sont impliquées sans réciprocité,
on peut supprimer celle qui est, on va dire, l'impliquante. Pourquoi? Parce que s'il fait beau et vrai, alors Paul porte un short, c'est vrai. Donc on aurait deux propositions vraies. Donc on peut éliminer celle-ci. Parallèlement, la contraposée nous dit s'il ne porte pas de short, alors il ne fait pas beau. Donc on peut éliminer Paul ne porte pas de short, parce que sinon, il ne fait pas beau, c'est vrai, et on aurait donc deux propositions qui sont vraies. Bon, on ne peut pas éliminer par contre B et D ici. Il ne fait pas beau et Paul porte un short. Pourquoi? Parce que ça n'implique absolument rien. Hein, on l'avait dit aussi quand on disait que S implique B ou que B bar implique S bar, c'était des conclusions qui étaient fausses. Donc on en a éliminé deux, on n'a pas réussi à répondre directement, mais c'est déjà un progrès. Autre exemple sur ces implications. On nous raconte toute une histoire comme d'habitude et on nous dit que peut-on conclure? Jean part au Népal, Jean part en Norvège, Jean part au Sri Lanka, Jean part au Japon, ou Jean ne part pas en Birmanie. Pareil, ici si Jean part au Népal, c'est vrai. Alors ça implique quoi? Ça implique qu'il ne part pas en Birmanie. Si Jean part en Norvège, c'est vrai, alors ça implique qu'il ne part pas en Birmanie. Idem pour les deux dernières destinations. Autrement dit, si une des quatre premières est vraie, alors la dernière elle sera vraie. Et on ne peut pas avoir deux propositions vraies. Donc c'est un exercice où on va pouvoir supprimer une par une les quatre propositions. Et on sait que la réponse, encore une fois, sans avoir à lire quoi que ce soit dans l'énoncé, c'est Jean ne part pas en Birmanie. Bien, troisième cas. Quand on va avoir des cas exhaustifs, d'accord, la réponse va souvent s'y trouver. Par exemple, si on dit que Paul, Luc et Baptiste ont trois fortunes différentes, et on nous demande de tirer une conclusion avec un certain nombre d'éléments. Et les conclusions qu'on nous propose, c'est Paul est le plus riche, Baptiste est le plus riche, Luc est le plus riche, Luc est le plus pauvre, ou Baptiste n'est ni le plus riche ni le plus pauvre. Alors ici, vous voyez qu'on a listé tous les cas possibles. Qui est le plus riche? Paul, Baptiste ou Luc? La réponse se trouve très certainement parmi les trois. Qu'est-ce que ça veut dire? Très certainement. Eh bien, très certainement, c'est que, peut-être dans 90% des cas, ça se produira, mais pas dans 100%. Pourquoi? Parce que peut-on conclure à cette réponse? Il n'y a pas que ces trois réponses-là. Il y a Paul est le plus riche, Baptiste est le plus riche, Luc est le plus riche, mais il y a aussi une quatrième réponse à laquelle on ne pense pas forcément. C'est on ne peut pas savoir qui est le plus riche. D'accord? On ne peut pas conclure, on ne peut pas savoir qui est le plus riche. Alors dans un exercice comme ça, très clairement ce qu'on va faire c'est que on se rend compte que là on liste les cas exhaustifs, la réponse est très probablement parmi eux. On va d'abord essayer de chercher qui est le plus riche avant même d'essayer de faire le logigramme en entier par exemple dans ce cas-là. Donc exemple de cas où on a des réponses qui sont exhaustives mais où on ne va pas pouvoir conclure parmi ces réponses, c'est celui-ci. Donc on a trois personnages, Paul, Luc et Baptiste, qui utilisent un moyen de transport différent entre le train, l'avion et le ferry. D'accord? Paul, Luc et Baptiste, qui utilisent le train, l'avion et le ferry. Et on a les cinq propositions suivantes. Paul utilise le ferry, Paul utilise l'avion, Paul utilise le train. Donc Paul, ferry, Paul, avion et Paul, train. Ou alors Baptiste utilise l'avion et Luc utilise le train. Ce que je vous disais face à une question comme ça, c'est qu'a priori, on pense pouvoir répondre A, B ou C, parce que A, B ou C, ça liste les trois cas possibles, c'est-à-dire Paul utilise le ferry, Paul utilise l'avion ou Paul utilise le train. Mais si une des informations qui nous est donnée dans l'énoncé, c'est ça, c'est Baptiste n'utilise
ni le train, ni le ferry. Ouais, il est évident que si Baptiste n'utilise ni le train, ni le ferry, alors il utilise l'avion. Et la réponse à cette question, c'est la réponse C. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a ici tous les cas possibles pour Paul, mais Paul, on ne peut pas statuer sur le mode de transport qu'il utilise. Là où on va pouvoir statuer sur la réponse avec certitude, c'est si ces propositions sont logiquement exhaustives, d'accord? Si on tire des conclusions exhaustives. Je prends un autre exemple, toujours avec ces trois personnes. Paul, Baptiste et Luc ont trois tailles différentes. On a un certain nombre d'informations dans l'énoncé, on nous dit que peut-on conclure? A, Paul est le plus grand. B, Paul n'est pas le plus grand. C, on ne peut pas savoir si Paul est le plus grand ou pas. Et enfin, par exemple, D, Baptiste est le plus petit, ou Baptiste n'est pas le plus petit. Là, au lieu d'avoir des propositions qui reprennent tous les cas, qui listent les cas de manière exhaustive, par exemple, Paul est le plus grand, Paul est celui du milieu et Paul est le plus petit, j'ai des conclusions qui vont être réellement, logiquement exhaustives en termes de raisonnement argumentation, c'est-à-dire soit on sait que c'est le plus grand, soit on sait que c'est pas le plus grand, soit on ne peut pas savoir si Paul est le plus grand. Et on est bien d'accord que là on est dans trois cas qui logiquement sont les seuls possibles. Même si on n'a pas d'informations sur la taille de Paul, on pourra conclure C. On ne peut pas savoir si le Paul est plus grand. Alors si on a trois propositions comme ça, ou deux ou quatre propositions qui vont lister des conclusions logiques exhaustives, cette fois-ci on est bien certain que l'une d'entre elles est vraie, et comme il ne peut pas y avoir deux propositions vraies, qu'on peut éliminer les deux dernières. Alors, ces quatre techniques qu'on a vues, que ce soit les propositions qui sont impliquées réciproquement, les propositions qui impliquent sans réciprocité, les cas exhaustifs et les conditions exhaustives, en général, on va être amené à les combiner pour résoudre à partir des propositions, on ne va pas utiliser une seule logique. Deuxième point, les énoncés. Parce que là, on a vu les fuites d'informations qui venaient des réponses, mais on a aussi des fuites d'informations dans les énoncés. Alors au contraire de ces fuites d'informations dans les réponses, qui parfois sont involontaires, quand on a des fuites d'informations dans les énoncés, en règle générale, elles sont volontaires, d'accord? Quand on a un énoncé court, s'il y a une fuite, une faille, c'est plutôt une erreur du correcteur. Mais quand on a un énoncé long, j'entends par là qu'il y a 5 informations ou plus à traiter, dans 80% des cas, il y a une faille et elle est intentionnelle. Pourquoi? Parce que un concepteur de test, il sait que vous n'avez que 80 secondes, 1 minute 20 pour répondre à la question. Et quand il propose une question qui demande 4 ou 5 minutes à traiter, il sait très bien qu'un candidat normal ne pourra pas la traiter. D'accord? Soit il est vraiment... Pour pouvoir traiter cette question, soit il faudra être très bon et avoir gagné beaucoup de temps sur toutes les autres questions, soit au contraire, il faudra trouver une faille, il faudra repérer l'information réellement nécessaire, un peu comme en conditions minimales. Première grosse faille dans les énoncés, qui est pour le coup quasiment toujours volontaire, c'est ce qu'on appelle les alternatives. Si on me dit que le numéro de ma chambre d'hôtel respecte 4 conditions parmi les 5 suivantes. C'est un nombre pair, c'est un nombre premier, il est multiple de 7, c'est un nombre impair, ou c'est un nombre inférieur à 50. Et qu'on me propose les 5 numéros de chambre suivants, 17, 101, 49, 7 et 14. Beaucoup de candidats vont essayer de chercher, réponse par réponse, combien respectent les 4 conditions sur 5. Ils vont se dire 17, est-ce que c'est un nombre pair? Non. Premier, oui. Multiple de 7, non. Impair, oui. Inférieur à 50, non. Lui, il respecte que 3 conditions. Pas comme ça qu'il faut raisonner de manière optimale. On va réfléchir comme dans les questions de menteur, d'accord? Et on va voir s'il y a des contradictions, s'il y a des alternatives. Ici, il y a bien une alternative. Soit le nombre est pair, soit le nombre est impair. On est bien d'accord. Donc,
s'il est soit pair, soit impair, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas respecter ces deux-là. Il en respectera au maximum une des deux. Donc comme il doit en respecter 4, on sait que les trois autres, premier multiple de 7 est inférieur à 50, sont forcément vrais. Donc on cherche les nombres premier inférieur à 50 et multiple de 7. Et on a là-dedans une nouvelle contradiction. Une nouvelle contradiction, c'est qu'il faut qu'il soit premier et multiple de 7. Par définition, s'il est multiple de 7, s'il est divisible par 7, c'est pas un nombre premier. Sauf si c'est 7, d'accord? Qui est divisible par 7 et par 1. Donc je n'ai même pas à aller tester les propositions. Je sais que quand ces deux propositions doivent être vraies, premier et multiple de 7, la seule réponse possible, c'est 7. Réponse D. Un autre exemple, un énoncé un petit peu compliqué sur les placements, et on va avoir deux informations. À un moment, on va nous dire si Jean est au premier rang, alors Paul est au troisième rang. Et si Jean n'est pas au premier rang, Paul est au deuxième rang. Paul est au deuxième rang. Et on nous demande quel est le rang de Paul, d'accord? 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, évidemment, vous en doutez, il y a des dizaines et des dizaines d'informations inutiles. L'alternative, c'est ça. C'est qu'on remarque qu'à un moment dans l'énoncé, on va nous dire Jean est au premier rang et Jean n'est pas au premier rang. Autrement dit, on a les deux seuls cas possibles. Et si on a les deux seuls cas possibles, bah, l'une des deux implications est forcément vraie. D'accord? Donc, comme ça implique ça et ça implique ça, on a une alternative entre ça et ça, c'est soit l'un soit l'autre. Donc c'est aussi soit Paul est au rang 3, soit Paul est au rang 2. Donc ici, pas besoin de traiter l'information dans son intégralité. L'information qui nous intéresse, c'est celle-ci. Paul est au rang 3, réponse A. On peut avoir des réponses qui sont totalement explicites, d'accord? C'est-à-dire que je vous imagine un énoncé très très long qui fait une demi-page concernant les scores lors d'une compétition de football. Et une des informations, ça va être aucune équipe n'a marqué plus du double de buts de son adversaire. Et on va avoir une liste de scores, hein, Brésil 7, Argentine 3, Suisse 3, Congo 2, France 7, Île Féroé 0, Allemagne 1, Italie 0, Suède 5, Chine 2. Et ici, quand je vous pose la question comme ça, aucune équipe n'a marqué plus du double du nombre de buts de son adversaire, c'est évident que ça ne peut pas être le match où il y a eu 7-3, pas le match où il y a eu 7-0, 1-0 ou 5-2. Et la réponse, évidemment, c'est Suisse 3, Congo 2. Alors, cette question-là vous paraît sans doute un petit peu trop facile pour être en raisonnement-argumentation, mais très honnêtement, beaucoup de questions sont comme ça. La difficulté, ça va juste être de trouver cette information et de s'en rappeler et de comprendre que c'est elle qui débloque le problème. Aucune équipe n'a marqué plus du double de but de son adversaire dans un énoncé qui va faire 10, 20, 25 lignes. Et c'est pour ça que les questions longues ne sont pas forcément des questions difficiles. Je vous parlais de réponses explicites. Parfois, elles ne sont pas explicites, mais elles sont quasi explicites. Dans le sens où, en combinant deux informations de l'énoncé, on va trouver directement la réponse. Si on prend par exemple un groupe d'étudiants qui peuvent choisir entre trois options, le latin, le grec et les lettres modernes, vous avez bien compris ici que ce qu'on va faire, c'est un diagramme de Venn avec des regroupements, parce qu'on peut choisir une option, deux options, trois options, même aucune des options. Et on nous dit quel est le groupe le plus nombreux. Eh bien, si dans l'énoncé, parmi les 8 ou peut-être 10 informations pour résoudre le logigramme, on a 82 ont choisi latin et grec, et un élève seulement parmi les 150 a choisi les trois options, bah, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'on a 150 élèves au total, on sait qu'à l'intersection de notre cercle latin et grec, on aura 82 personnes, et ces 82 personnes, il y en aura une
qui cumuleront les 3, et donc, par conséquent, 81 qui ne feront que latin et grec, qui feront que les deux options latin et grec. Bon, une fois qu'on a ça, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Pourquoi? Le groupe le plus nombreux parmi 150 élèves, c'est forcément le groupe où il y a 81 personnes. Ça peut pas en être autrement. On ne peut pas avoir de groupe où il y a 82 personnes, parce qu'on arriverait déjà à 163 personnes, alors qu'il y a d'autres cases à remplir. La question qu'on se pose maintenant qu'on a vu un petit peu toutes ces failles, c'est comment on doit réagir quand on est confronté à une question longue. Quand on est confronté à une question longue, le fait de se dire qu'il y a sans doute une faille doit être vraiment la base de notre logique de résolution de l'exercice. D'accord? Parce que, d'une manière générale, le concepteur en a prévu une pour pouvoir rendre la question possible, tout simplement. Et au-delà de ça, peut-être qu'il n'en a pas prévu une, mais qu'il en a mis une par erreur dans les propositions. Donc, en fait, comment moi je procède pour traiter une question de raisonnement d'argumentation qui est un petit peu longue? En premier, je lis les propositions. D'accord? Je les lis attentivement. Pourquoi? Déjà pour chercher ce que je peux faire en éliminant des réponses, comme on l'a fait tout à l'heure avec les 4 grands cas qui nous permettaient d'éliminer des réponses. Ensuite, j'identifie ce qu'on pourrait appeler les conditions minimales. Autrement dit, qu'est-ce qu'il me faut savoir au minimum pour répondre, quand on me disait qui est le plus grand parmi Paul, Luc et Baptiste, c'est pas forcément savoir que Baptiste est le plus grand, mais je peux avoir par exemple le nom du plus petit et le nom du moyen, je peux avoir juste une inéquation qui nous donne leur taille, etc. etc. J'identifie bien quelles sont les informations qui sont nécessaires pour que je puisse résoudre le problème. Et enfin, je cherche les failles dans l'énoncé. Ce que je vous disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a une information qui débloque tout? Est-ce qu'on a des alternatives? Est-ce qu'on a une réponse qui va être quasi explicite parce qu'on a juste à combiner 2 éléments pour arriver sur une réponse évidente? Statistiquement, si on regarde ces failles-là, en général, elles vont plutôt se trouver dans la fin de l'énoncé. D'accord? Pourquoi? Parce que sinon, il y aurait beaucoup trop de candidats qui liraient la première ligne et diraient « Ah bah oui, aucun n'a obtenu le double de but, moi j'ai lu les propositions, je connais la réponse. » Donc non, si on regarde statistiquement, c'est plutôt vers la fin de l'énoncé, c'est pour ça qu'en règle générale, il vaut mieux traiter les informations quand on a un logigramme, quand on a un diagramme de Venn ou tout autre problème, de la fin vers le début. Si jamais j'ai pas trouvé de faille, tout simplement, j'abandonne cette question, j'y reviendrai si j'ai le temps, mais jamais je vais me permettre de passer 3 ou 4 minutes à résoudre une question, alors que, d'une manière générale, j'ai 80 secondes par question. Ce serait une perte de temps énorme, je passe aux autres questions et j'y reviendrai tout à l'heure si jamais je retrouve une faille en la lisant mieux, ou si tout simplement j'ai le temps de la résoudre. Voilà qui conclut ce cours de raisonnement-argumentation. Je vous invite à suivre les cours qu'on a réalisés sur les autres sous-tests, calcul, conditions minimales, logique, et puis les 2 tests de français. Vous avez les liens qui apparaissent en bas de l'écran. Vous pouvez vous abonner à la chaîne Baccletage Mage sur YouTube pour retrouver tout le contenu, c'est-à-dire ces cours, mais également les tests blancs et les exercices corrigés. Et enfin, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, dont les liens sont également à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours.